Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV, YouTube. Et aussi, on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV, histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne, c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc, allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire-là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like, s'il vous plaît. Partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une histoire qu'a racontée maman gabonaise. J'ai suivi ça quelque part. Je viens aussi vous la partager. Alors, cette maman gabonaise l'a dit que son père, papa André, c'est moi qui donne le nom, hein. Son père, papa André, un jour avait été approché par les membres de la famille avec l'un des neveux, pardon, aide-nous à élever l'enfant-ci. Il n'y a pas de problème, c'était un jeune homme. Plus tard, des membres d'un autre côté de la famille, un peu plus éloigné, se présentent aussi avec un autre garçon que je vais appeler Alec. S'il te plaît, aide-nous avec Alec. Papa André, ça ne l'a pas trop plu parce que cette famille-là avait des problèmes. Vous connaissez le style de vieux problèmes là, avec cette autre famille-là. Donc, comment je vais prendre leur enfant pour l'élever? Les gars n'étaient pas très d'accord. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on t'a piégé. Si tu dis non, on va dire que oh, donc tu veux seulement prendre soin de la famille de tel et tel. Donc, il était piégé, il a accepté. Maintenant, les jeunes, je ne sais pas combien d'années sont passées, les jeunes hommes étaient avec lui. Un soir comme ça, il avait souvent l'habitude d'aller chasser à la forêt. Mais ce soir-là, il s'est senti vraiment fatigué, il ne voulait pas et tout ça. Et je vous dis, la maison de papa André était au bord d'un lac. Et on chassait de l'autre côté. Donc, on traversait le lac en pirogue, on allait chercher de l'autre côté. Ce soir-là, il est fatigué, il dit que non, il part se coucher, il dit aux jeunes, bon, vous restez là, moi je m'allais reposer mes vieux os. Et quand vous avez fini, entrez, vous fermez la porte parce que les gars étaient en train d'enjoy un bon vin du village, le vin de palme. Il se couche, voilà alors Alec maintenant qui est dehors. Alec dit à Aristide, gars, man, on va rester là comme ça. Allons chasser, non, allons chasser quelque chose. Aristide dit que, hé, mon frère, non, moi je ne veux pas. Moi, quand je finis le vin là, dès que je fais justice au vin-ci, c'est pour aller reposer mon dos sur le lit. Moi, je ne veux pas aller, commence à aller chasser. Alec insiste, non, mais c'est comment, mais on va rester là comme ça. Alors, même si c'est 2 heures comme ça, alors on peut voir, on peut attraper un bon truc là. Le vieux, le matin, quand il se réveille, il est content. Allons-y, à rester dès que papa, et là où tu me vois là, je ne peux pas aller entrer dans la brousse là. Direction là, c'est dans le lit. Alec, non, c'est comment, on ne peut pas faire les trucs des hommes avec toi, il faut tout te supplier, c'est quoi, on part rapidement. On attrape quelque chose. Tu es toujours là. Oh, il faut toujours tirer, te flatter, faire les trucs. Arrête de moi, mais man, on t'a envoyé. C'est comment avec toi? Tu ne comprends pas comment je veux pas aller? Mais toi, si tu veux aller, vas-y seul, non, mon frère. Pourquoi tu insistes? Alec insiste, finalement, il convainc à rester. Arrêtez, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y, si dans 1 heure, après 1 heure comme ça, on n'a rien trouvé, moi, je te laisse, je rentre. S'il faut te laisser, je vais te laisser. Je t'avertis déjà, il dit que non, gars, laisse, on va trouver un bon truc. Il court rapidement, il va fouiller l'arme. Il savait où papa André cachait l'arme. Il vole rapidement l'arme, 2 torches, il vérifie sa marche. Ils prennent la direction. Maintenant, pour aller de l'autre côté de l'eau, il fallait prendre la pirogue. Ils prennent la pirogue, ils arrivent de l'autre côté, ils parquent la pirogue, ils commencent à entrer dans la brousse. Quelques instants plus tard, voilà encore Alec. Gars, man, tu sais qu'on n'a pas trop de temps à mettre ici. Donc, pour pouvoir élargir notre terrain de chasse, on va devoir se séparer. Aristide dit, hey, on t'a seulement vendu au village ou quoi? Je ne voulais même pas venir chasser. Tu m'as convaincu. Maintenant, arrivé, si tu veux qu'on se sépare,
Comment ça on se sépare, man? Pour faire quoi? Il dit que non, mais toi aussi, moi je pars de tel côté, toi tu pars si je pars à gauche, tu prends la droite. Si je prends la droite, tu prends la gauche. Gars, choisis. Là maintenant, pendant que je pars de l'autre côté, je fais un peu de bruit. Si je vois un animal, j'en envoie vers toi, tu tires et tout ça. Je tire que quoi? Tirer que quoi? Pardon, je ne veux rien tirer, s'il te plaît. Je suis venu, c'est parce que tu as tellement bavardé, tu ne veux pas me laisser. Mais sache que le temps est en train de passer. Quand mon temps arrive, je suis sorti. Alec qui est là, mais man, c'est comment non? Gars, prends l'arme, prends l'arme. Ils sont encore restés là au point. Finalement, Alec réussit encore à convaincre Aristide que prend l'arme. Aristide prend l'arme. Alec tourne le dos, il choisit l'un des côtés, il est en train de partir. Aristide, là, il les regarde comme ça. Il tourne le dos aussi, il prend le côté opposé, il s'enfonce doucement en forêt. Mais à un moment, il se rend compte, il a l'impression que quand on le suit, il s'arrête et regarde. Personne ne le suit. Il marche encore, il entend toujours comme si quelqu'un le regarde et est en train de le suivre. Et il demande en langue fang qu'il y a quelqu'un qui me suit, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là. Personne ne répond. Le gars dit que mais c'est quoi ça encore, non? Le gars, c'est dans quel demi-mamie comme ça? Et il avance encore, il avance doucement tout en regardant autour de lui parce qu'il entendait toujours les pas. Arrivé quelque part, il entend les bruits croche, 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 comme si on était en train de gratter le sol. Comme si on grattait avec quelque chose qui grattait le sol. Il se cache, il avance doucement, il guette, il voit là-bas un truc noir qui bouge, un gros truc noir. Il regarde bien. Heureusement qu'il y avait le clair de lune. Il regarde bien, il s'approche doucement. Il regarde, il voit un énorme sanglier qui est en train de gratter la terre. Le gars dit que, hey, papa, moi qui ne voulais même pas venir chasser, regardez la grosse viande qui est là devant moi. Il prend maintenant l'arme. Et il était même un peu nerveux, même parce qu'en plus de ça, il n'oublie pas qu'il a l'impression qu'on est en train de le suivre. Il prend l'arme, il pointe. Le sanglier lève la tête et regarde de son côté. Il reste là paralysé parce qu'il ne s'attendait pas. Il se demande, ok, je fais quoi? Je tire, je ne tire pas, je tire, je ne tire pas. Le sanglier tourne complètement son corps et fonce vers lui. Quand le sanglier fonce alors, Aristide, boum, boum, le sanglier, boum, il tombe. Aristide regarde. Hé, hey, mamie, demain là, quand on va se lever la gare, mon frère, on va enjoy sur toi à fond. Le gars reste, il regarde bien. Et puis il entend un petit bruit. Il entend comme si quelqu'un était en train de gémir. Il dit, ok, j'ai pas bien tué l'animal si. Et il approche doucement. Mais il entend, on dirait ce gémissement d'un homme. C'est quoi ça? Quand il approche bien du sanglier, il torche. Il voit qui? La famille voit Alec couché là en train d'agoniser. Il reste là. Il ne sait pas à quel moment l'arme et la torche sont tombées de ses mains et il était seulement en train d'hurler. Il entendait sa propre voix dans ses oreilles. Il ne savait même pas que c'était lui qui était en train de crier à ce moment-là. Il était au secours, au secours. Il entend seulement Alec. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as tué? Le gars était seulement en train de crier. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté du village? Voilà papa André qui se réveille. Il entend un bruit de fusil. Et vous savez que les chasseurs là, ces gars-là ont des oreilles. Ils reconnaissent généralement le bruit de leur arme. Voilà papa André qui sursaute. Et que, c'est quoi ça? Ce n'est pas le bruit de mon arme. Il tend encore bien l'oreille. Il entend comme si quelqu'un est en train de crier. Il se lève rapidement et part regarder la chambre des gars là. Hey, la chambre est vide, il dit que les vandales se sont sortis. Il court vers la cour, mais il était sûr de ne pas être trouvé. Et il voit effectivement les gars ne sont pas dehors. Il va voir à l'endroit où il cache son arme. Il n'y a pas son arme, il n'y a pas les torches. Le gars court, il traverse. Quand il arrive de l'autre côté, ce sont les hurlements d'Aristide qui l'ont dirigé vers l'endroit où Aristide était en train de perdre la tête. Quand il arrive, il attrape Aristide. Aristide seulement là. Il crie tout. Il attrape Aristide. Il attrape la tête d'Aristide. Il se met à parler. Donc, je ne sais pas. Ou bien la généalogie. Je ne sais pas trop ce qu'il était. Des formules, la généalogie, fan et tous ces trucs-là. Petit à petit, parce qu'il sentait que l'enfant, l'esprit de l'enfant est en train de partir. Petit à petit, l'enfant se calme. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant pointe. Il dit que le sanglier, le papa se retourne. Il prend la torche. Il regarde. C'est Alec qui est couché. Le corps nu d'Alex, il est déjà mort. Il a presque... Parce que c'est au niveau de la tête qu'il avait tiré et apparemment au niveau de la poitrine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que mes yeux voient? Qu'est-ce qui s'est passé? Aristide de Samala, il se met encore à hurler. Papa, André l'attrape encore à la tête. Le calme, ramène son esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, dis-moi. C'est alors là que Aristide raconte tout ce qui s'est passé. Il dit, mais c'était le sanglier, papa, c'était le sanglier. Papa, c'était un gros sanglier. Il creusait là-bas, il mangeait, il creusait. Papa, c'était le sanglier.
papa André l'attrape encore. Je te crois, mon fils, je te crois, je te crois. Mais le problème maintenant, c'est que est-ce que les gens vont te croire? Parce que tu connais de quelle famille il vient. Tu connais que nos familles ne se supportent pas. Maintenant, je vais expliquer ceci comment. Finalement, papa André dit seulement que non, la famille ne peut pas régler ça seule. Il dit non, on va d'abord le laisser là, parce que là, je ne peux même pas toucher au corps-ci. On va le laisser là. Viens d'abord, on va aller appeler mes amis. Ils partent maintenant rapidement. Il part, il appelle un de ses amis. Il lui raconte ce qui s'est passé. L'ami a dit, hé, mon frère, attends, viens, on va appeler telle autre personne. Apparemment, c'était aussi les initiés. Ils appellent. Maintenant, quand les gars retournent sur l'endroit je ne sais pas, de la chasse, quand ils arrivent là, quand les papas regardent, ils se disent que, vraiment, ah mon frère, mais comment est-ce qu'on a pu te prendre comme ça, comme un petit gamin? Papa André qui regarde, comment ça? Il dit, mais on t'a trompé. Il dit, mais comment ça on m'a trompé? Je ne comprends pas, de quoi est-ce que tu parles? Il dit, mais attends, ça c'était un piège. C'est une enveloppe qu'on t'a donnée. Il dit, j'ai équé. Enveloppe comment? Qu'est-ce que vous dites? On dit, mais mon frère, l'enfant, si on l'avait mangé depuis, c'est une enveloppe qu'on a envoyée chez toi. L'enfant, s'il était mort depuis, on l'a mangé depuis. Apparemment, on l'a piégé. En fait, c'était toi qui étais supposé le tuer. Ce n'était pas le petit. Et dès que tu l'avais tué, on demandait ton sang en retour. C'est toi qu'on avait piégé par le petit. Tu as eu la chance, tu n'es pas allé chasser et c'est plutôt avec le petit qu'il est parti. Mais tout ceci avait été prévu. C'est lui. C'est pour cette raison que le petit Alec voulait absolument aller chasser. Il n'était plus lui-même, on le conduisait. Et en fait, c'était toi qui étais supposé aller chasser avec lui et le tuer. Et à travers ça, on demandait ton sang. Et on allait t'avoir. Mais malheureusement, ou heureusement, tu es allé dormir. Et maintenant, ça reste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'un d'eux dit que non, il faut qu'on appelle la police. On appelle la police, ils viennent, on leur explique la même chose. Les policiers aussi racontent bien sûr, ils regardent aussi bien sûr, parce qu'ils savent que non. Qu'est-ce que Alec fait la nuit en pleine forêt, les machins? Ce sont des Africains avant tout. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que ce que les initiés sont en train de raconter, ce qui s'est passé. Mais malheureusement, il n'y a pas de tribunal traditionnel. Comment est-ce qu'on va traduire ceci dans la papeterie, dans les dossiers, les machins? On va écrire quoi? Tu ne peux pas prouver. On va alors faire comment? Maintenant, là, les policiers, rapidement, ils prennent le corps, ils prennent les gens, ils amènent au poste de police. Ils disent que bon, on va vous garder en garde à vue. Non seulement pour vous protéger, mais pour voir un peu comment est-ce qu'on va résoudre ça. On vous croit, mais maintenant, on ne sait pas comment on va gérer. Il faut retrouver comment on va gérer ça. Entre-temps, les initiés appellent alors rapidement les deux familles. Ils disent seulement que, gars, serrez les liens parce que ce sera grave. Et effectivement, quand la famille de Alec arrive, ça avait les machettes et tout prêt à chercher le sang. Oh, tu l'as tué. Oh, c'est cela. Les policiers sont là. Mais pardon, vous vous calmez ici. Vous faites l'erreur. On vous enferme tous. Personne ne les touche. Vous avez compris, non? Ils sont là, non. Il faut que... Non, en tout cas, il n'y a pas de problème. Que ce soit ici ou bien que ce soit la nuit. Tu as tué notre fils. Les policiers disent que ce n'est pas lui qui a tué, c'est plutôt Aristide. Les gens, eux, ils ne s'attendaient pas. Dans leur plan, ils savaient que c'était le papa André qui devait tuer. Donc, ça fait qu'ils ont alors commencé à citer tous les problèmes familiers de la famille. Oh, en 1900, ceci, tel, j'étais passé. Oh. Les policiers demandent que, mais attends, vous citez tout ça pourquoi? Est-ce que vous savez que... Oh, Aristide a involontairement tué son frère. C'est ce qui se passe. Pourquoi vous citez tous les trucs là? Bien sûr, eux, ils comprenaient que en fait, c'était le plan des gars. C'est ce qu'ils étaient supposés. C'est ce qu'ils avaient arrangé et ça avait foiré. Ils n'avaient pas prévu Aristide. Finalement, l'affaire est allée devant les tribunaux et là-bas aussi, les juges, heureusement, aussi compris le jeu qui s'était passé, que l'enfant avait été mangé en vampire depuis et on voulait piéger mystiquement papa André. Donc, les tribunaux ont donné seulement 1 an de prison au jeune Aristide pour homicide involontaire. Donc, vous voyez la famille, et c'est comme ça que s'est arrêtée cette portion de l'histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans leur famille? Je ne sais pas. Donc, c'est juste pour vous dire, quand vous recevez, nous savons déjà, ici à DMG TV, que quand nous marchons en route là, il y a les êtres humains comme vous et moi. En tout cas, vous, je ne sais pas trop, parmi nous, il y a beaucoup. Tout le monde est présent, je vais m'arrêter là. Donc, il y a les êtres humains, il y a les hybrides qui sont les mélanges entre les êtres humains et les autres êtres, il y a des entités qui marchent parmi nous aussi, mais il y a aussi des enveloppes vides, des gens que tu frôles même seulement avec le vélo, lui tombe, il meurt entre tes mains. Dans la famille, quand nous sortons, prions seulement et que Dieu nous protège tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Cette histoire-là, c'est ma belle-sœur qui m'a raconté, la petite sœur à mon mari.
Elle est dans le village où elle est mariée là. Il y a un monsieur, il est quitté au champ. Il était tout fatigué. Donc, elle a fini de se laver. Il allait se coucher directement. Il était fatigué puisque sa femme n'était pas là. Sa femme était allée au funérailles. Donc, il allait se coucher directement. Il a mis sa moustiquaire autour de son lit, tout autour, il est allé se coucher. Et le gars, il avait déjà cataracte. Cataracte ou bien quoi là, bon. C'est que si vous savez de quoi il s'agit. Il a mis ça sur son œil gauche. Donc, c'est l'œil droit là qui fonctionnait bien. Et donc, sous la moustiquaire, elle était couchée là. Il y a un serpent, gros serpent comme ça, qui a craché dans son œil. L'autre œil où il n'y a pas cataracte là, il a craché dessus. Il a crié au secours, au secours. Il a crié. Les gens qui étaient dans l'autre chambre là, ses enfants sont levés. Ils ont pris quelque chose, ils ont frappé ses parents. Ses parents failli fumer, ils n'ont pas pu. Ses parents n'ont pas pu s'échapper, puis rattraper, ils ont tué ses parents là. Comme c'était la nuit, ils l'ont mis au dehors. Le lendemain, pour qu'il vérifie bien. Et le lendemain, il se réveille, il appelle ses enfants, ils s'en vont voir. À la place du serpent, c'est un gros scorpion qui est là. Aïe, c'est quoi ça encore? Un scorpion à la place du serpent? Ah. Après encore, ils sont allés appeler les gens pour voir. Venez voir. Qu'ils sont allés appeler les gens pour venir voir. Quand les gens sont venus, à la place du gros scorpion là, c'était un petit serpent vert qui était là. Serpent vert là. Encore, mais c'était serpent vert, mais il était mort. Et ils ont jeté le serpent vert là. Le monsieur même, il l'a envoyé même. Il l'a envoyé à l'hôpital. Tout et tout. Après, ils l'ont transféré à Abidjan pour aller voir les, les grands, comment on appelle ça, ophtalmologues. Ils vont vérifier ils vont voir son cas là. Et c'est comme ça après, deux jours après, son petit frère, le petit frère du monsieur en question, il est là, il a mal à la tête, il dit il va se confesser. Il va se confesser, il va se confesser, il va se confesser. Ah, tu as fait quoi, tu vas parler? Tu as fait quoi, tu vas parler? Demander pardon. Demander pardon à mon grand frère. Que c'est moi, je me suis transformée en serpent là, pour venir cracher dans mon oreille, dans ses yeux plutôt. Que pardonner, demander pardon à mon grand frère. S'il ne me pardonne pas là, je vais mourir. Je vais mourir là. Je vais mourir. S'il ne me pardonne pas, je vais mourir. Ah, son frère n'était pas là. Il était déjà parti à Abidjan. Parce que c'était grave. Il ne voyait pratiquement pas. Il était parti à Abidjan. Et sa femme passait le téléphone. Peut-être sa femme l'avait accompagné. Quand sa femme avait appris que il y avait un serpent qui avait craché dans les yeux de son mari là, automatiquement elle est quittée au funérailles. Et c'est elle-même qui a accompagné son mari à Abidjan. Et c'est sa femme là qui a pris le téléphone. Quand son beau-frère a dit qu'il veut parler, et son frère dit que mon mari ne peut pas voir. Donc, qu'est-ce que tu as à lui dire? Tu peux me dire, moi je vais lui transmettre. Il dit que je demande pardon. Pardon à mon frère, que c'est moi qui ai fait. Si je ne parle pas, si je ne me confesse pas, moi je vais mourir. Et puis la femme a dit, il n'y a pas de problème. C'est une histoire de famille. En tant que femme, moi, je ne vais pas me mêler à ça. Mais moi, ce que je veux là, il faut que mon mari découvre, comment on appelle ça, la vision. S'il peut voir clair, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, que ton mari là, qui va voir. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, ils ont fait les soins à Abidjan là-bas. Ils sont arrivés au village, le monsieur a vu clair. Et son petit frère là, il était très malade, mais il n'est plus décédé. Et puis, bon, voilà, c'est l'histoire que je voulais raconter. Et puis, tout ça, c'était pour pour une histoire de maison. Le papa était décédé, il a laissé une maison. Et le grand frère, en tant que l'aîné, c'est lui qui occupait la maison. Au début, son petit frère habitait dans la maison aussi avec sa belle-sœur là. Sa belle-sœur, son grand frère, ses enfants. Bon, il a dit que lui, il a grandi maintenant. Donc, il ne peut pas toujours rester chez son frère. Il va prendre sa petite maison.
Il a pris sa petite maison là. Il n'était pas content. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que son grand frère lui cède la maison ou pas, on ne sait pas. Mais à cause de maison là. Donc, c'est ce qu'il voulait. Il voulait tuer son grand frère pour prendre la maison là. Et Dieu n'a pas voulu. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Et puis, bon, voilà, partagez, likez, commentez. Et puis, voilà, à la prochaine. Merci DMG pour le concept. Merci pour la famille. Merci à ceux qui écoutent. Merci à tous les narrateurs. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Ok, bonjour encore, j'ai une deuxième histoire. Ça, c'est mon petit frère qui m'a raconté l'histoire. Il y a un de ses amis qui avait perdu sa maman, et sa maman était une dame dans la ville où ils étaient, qui avait un peu, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle avait des sous. Et je sais pas, elle a eu une petite maladie, et puis bon, elle est décédée. Mais une mort un peu mystique façon à ses parents, juste pour appuyer, c'est bien quoi. Dans le jour de son enterrement, mon petit frère a dit à ma maman qu'il veut partir. Et maman a demandé à ce que son frère l'accompagne, que c'est pas, je sais pas comment je vais dire, c'est pas prudent qu'il aille seul. Donc, il allait avec son frère, les deux sont arrivés, ils ont vu leur ami qui avait perdu sa maman. Et leur ami leur a dit comme ça, restez à côté de nous. Même si les gens de notre famille viennent faire réunion de famille, restez à côté de nous. Donc, il a dit OK. Donc, quand ils sont arrivés, son ami l'a vu, il était content, il a comme ça souri, il a commencé un peu taquiner son ami pour qu'il oublie un peu. Donc, comme ça, ça me dit tout, tout, tout et tout. Donc, pendant la cérémonie du funérail, le grand frère à son ami, les frères de ses amis, les aînés sont venus voir mon frère, mes deux petits frères pour leur dire ne mangez aucune nourriture. Tant que ça ne quitte pas dans la cour, vous êtes dans la maison, vous êtes dans la cour là, ne mangez aucune nourriture. Ne mangez aucune nourriture. Si vous devez manger une nourriture, c'est une nourriture qui quitte de cette cour-là. Donc, mon petit frère dit, mais eux, ils n'avaient pas fait même. Donc, moi, mais quoi? Deux sont restés dans le coin. Quand ils étaient un peu fatigués, on dit à leurs amis qui sont un peu fatigués, on dit qu'il y a un petit marquis quelque part, soit les boire original, bière, deux bières, ils sont revenus s'asseoir avec leurs amis. Et mon petit frère dit que pendant la veille funéraire où on exposait le corps, il y avait un vent qui est venu. Le vent était fort. Le vent était fort. Donc, le vent, en fait, c'est le type de vent qui vient. Tu sais que ça peut enlever une bâche, ça peut déraper, ça peut faire. Mais bizarrement, mon petit frère, ils étaient assis en bas, puisqu'on est toute la famille ensemble. Toute la famille ensemble, en fait. C'est-à-dire que la famille de la dame, du monsieur, les parents, tout le monde était sur la même bâche. Et leur ami a demandé à mes frères de s'asseoir à côté d'eux. Donc, eux tous étaient sur la même bâche. Eux tous étaient sur la même bâche. Et ils ont remarqué que la bâche où ils étaient, la bâche veut quitter. Mais la bâche ne quitte pas. La bâche, genre, tu sens que ça veut partir. Les poteaux veulent quitter sur la terre, mais ça ne quitte pas sur la terre. C'est là, ça ne quitte pas, ça ne quitte pas. Jusqu'à, il y a une autre bâche qui était en face où il y avait quelques parents de la dame. La bâche est quittée. La bâche même est tombée même. Mon frère, il essaie de avoir des blessés. Maintenant, à un moment, le grand frère à son ami, ceux qui avaient perdu le moment, demandé à mes frères là, ils ont demandé à leur frère de rentrer. Et leur frère a tapé le bras de mon petit frère. Il avait dit, mes deux frères, je ne sais pas si on se comprend. Le jeune qui avait perdu sa maman, son grand frère lui a demandé de rentrer, de quitter sous la bâche. Donc, il a demandé à mon frère, à mes deux petits frères de le suivre. Ils sont levés, ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, net, la bâche est tombée. Bizarrement aussi, les parents sont derrière. Dès que le petit s'est levé avec ses amis, là, tout le monde était levé, le petit seul, le dernier qui était assis avec ses amis, c'est-à-dire avec mes frères. Mais quand son grand frère a fait signe, il faut te lever. Dès qu'il s'est levé, net, la bâche est tombée. Bien que c'est que dès que c'est levé net, ceux qui étaient derrière, c'est vrai que ces oncles, dès que le petit s'est levé, ils ont suivi le petit. La bâche est tombée, pas, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, mais sur le lieu de la cérémonie funéraire, enfin, il y a eu des dégâts, il y a eu des bâches, le corps même a pris un coup. Et il y a quelqu'un qui a dit non, que je pense que si les enfants, ce soir-là, si les enfants n'étaient pas sous la bâche, il y aura eu beaucoup de morts du côté de la famille de la dame. Mais le problème, c'est que ses enfants étaient sous la bâche. Donc, elle faisait tout. Mais ses enfants étaient tous sous la bâche. C'est pour ça qu'on n'a rien tenté qu'ils sont partis. Dès qu'il est venu m'a raconté ça, il dit, vous avez eu la chance. Il dit, que j'ai assisté son live même. J'ai vu son live, que c'est pas tout peut t'expliquer. Il a vu son live. Donc, on était là, net là. Maman, elle a appelé pour dire, ne dormez pas, rentrez.
Et puis ils sont rentrés. Il m'a dit, c'est quand vous partez aussi dans les funérailles, arrêtez de vous éparpiller aussi. Vous êtes parti pour quelque chose, vous restez avec la personne que vous connaissez. Dès que vous faites, vous prenez votre voiture, vous rentrez. Les gens, ils aiment partir dans les funérailles, ils aiment partir ici, goûter ici, faire temps ici, tourner, tourner. Quand vous partez quelque part, asseyez-vous, soyez sage. Et quand vous finissez, vous prenez vos clics-clacs, vous gagnez temps. Vous déguerpissez. Donc, c'était ce que j'ai voulu apporter. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon, Titou. Un petit garçon qui, depuis ses 2 ans et demi, était nettement différent de ses 5 autres frères et sœurs. Il vit dans un village indien, ses parents sont agriculteurs, ils vivent dans une très grande concession, j'ai vu les vidéos, ils vivent dans une très grande concession, belle, propre, avec terrasse au-dessus. Vous voyez comme les Arabes, les Indiens font souvent des maisons, il y a la terrasse au-dessus, les escaliers de côté pour monter, sécher les choses et tout ça. Mais depuis qu'il est petit, le petit Titou dit qu'il n'est pas chez lui. Il dit toujours qu'il veut partir chez lui. Quand on lui demande que petit père, tu veux partir chez toi, comment? Il dit que non, sa maison c'est à Agra. L'enfant grandit et il devient de plus en plus irascible. Donc, il est énervé, il dit qu'il n'aime pas leur maison c'est pour les pauvres. Et parfois, il jette des mots à sa maman. Quand sa maman s'habille avec son beau sari, il dit que, pardon, ça c'est beau. Moi, j'achetais des meilleurs saris à ma femme. Là, c'était dans les 4 ans, quand il avait les 4 ans, 5 ans. Il dit que j'achète de très beaux saris à ma femme. Et en plus, ça, il avait une façon mature de parler. C'est ce qui faisait encore... qui le séparait vraiment beaucoup des autres. Même son papa dit que quand il parlait avec lui, il avait l'impression qu'il parlait avec quelqu'un de très mature. Il disait souvent à sa maman, j'achète de très beaux saris à ma femme et tout ça. Et puis la maman, une fois quand elle dit mais ça, la maman appelle les autres que, pardon, venez témoigner l'autre sinon. Quand ils arrivent là, tu dis que quoi? Il dit que non, je suis marié, j'ai une femme. On dit petit père, ta femme s'appelle comment? Il dit ma femme s'appelle Ouma. Et on a même 2 enfants, hein. Et tes enfants s'appellent comment, non, papa? Il dit Ronu et Sonu. Ha. Le papa et la maman, ses parents se regardent comme ça. Mais à ça, tu comprends ce que tu dis. Et c'est comme ça, quand tu essayais de le contredire, il devenait violent, il se met à casser les choses. Je vous dis, je ne suis pas d'ici, je veux partir à Agra, ramenez-moi là-bas, je vais rentrer voir mes parents et ma femme, mes enfants. Des parents vraiment ne savaient plus quoi faire. Et quand il devenait violent comme ça, il voulait tout casser. Ses parents le mettaient, l'enfermaient dans une des chambres. La maman s'asseyait souvent devant la porte. Et la maman dit alors qu'au fil du temps, elle entendait, il prononçait toujours 2 mots là. C'était Shuesh Yadio, Shuesh Yadio, Shuesh Yadio. Et la maman se demandait que mais c'est quoi ça? Et il prononçait ça tout le temps. Après quelques temps, il se calmait. On ouvra alors la porte. Et il faisait ça tout le temps. Et il fallait tout le temps le surveiller maintenant parce qu'il voulait toujours partir. Il fait son petit baluchet, il disait qu'il rentre à Agra, il n'est pas de là. Je crois que c'était dans les 5 ans, 6 ans comme ça. Un beau matin, il se réveille, il demande à sa maman où est papa. On dit que papa est parti avec la marchandise. Parce que les agriculteurs, il est parti avec la marchandise dans la ville voisine vendre. Le gars dit, et dans quelle ville? Et c'est un de ses frères qui a dit Agra. Il ne sait pas, il a oublié parce qu'il y avait des mots qu'on ne prononçait plus. C'était un peu comme si ça réveillait les souvenirs dans sa tête. Quand il a dit Agra, c'était comme ça la ville dont le petit disait provenir. Le gars encore pétait les plombs. Comment ça, vous ne m'avez pas dit? Je voulais aller là-bas. Je vais aller retrouver. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Et il a recommencé. Sa maman, là, on le met encore dans le truc. Sa maman s'assoit devant. Elle est là tout en larmes. Elle dit que c'est ce jour alors pour la première fois. Il prononçait. Elle a encore bien tendu les oreilles pour suivre ce qu'il disait. Et il prononçait déjà mieux. Quand il était petit, ce n'était pas vraiment audible. Mais maintenant, il prononçait mieux les mots. Et il dit Shuresh Radio. Shuresh Radio. Ça m'a dit, hey, l'enfant s'est entendu sur les yeux. Elle appelle les autres, venez un peu suivre aussi, tendez un peu les oreilles, non? Les gars tendent les oreilles, on dit que oui, il est en train de dire Shuresh Radio. La maman dit que ça, c'est comme si c'était le nom d'une enseigne, non? Elle reste alors. Plus tard, elle avait été un peu distraite. C'est maintenant son fils qui vient à la maison. Maman, oh, il a comme ça, donc le grand frère de Titou, a attrapé Titou sur la route. Le gars avait encore fait son baluchon une fois de plus. Il s'était éclipsé de la maison et il était en train de partir. Heureusement que le grand frère, lui, venait de Saint-Joka. Il a attrapé le petit frère. Que tu pars où? Il dit que non, je pars à Agra. Papa est là-bas. Je m'en vais chercher mes parents et ma femme.
Le grand frère alors arrive, alors on prend encore Titou, on le met dans la chambre, on ferme la porte, on dit ouais, pardon papa, ouais, pardon petit père, on va t'amener, ne t'en fais pas, calme-toi, dès que papa revient là, dans 2 jours il revient, on va t'amener, on va aller là-bas, on va vraiment chercher les gens dont tu parles là tout le temps. Finalement, il se calme. Là, maintenant, par derrière, la maman appelle son grand frère, là, le grand frère. Elle dit que pardon, tu sais quoi? L'enfant, c'est en train de devenir fou entre nos mains. Je vais te donner l'argent de l'essence. Va voir ton ami qui a la voiture là, pardon. Dis-lui que tu payes l'essence. Allez à Agra là, allez là-bas s'il vous plaît. Cherchez-moi l'enseigne là. Apparemment, c'est une enseigne. Il dit Suresh Radio. Allez là-bas vous chercher s'il vous plaît. Le grand frère maintenant, ils vont, après avoir cherché, ils trouvent finalement, et c'était effectivement une enseigne rouge. Donc dans le documentaire, il montre, c'était une enseigne, c'est écrit en rouge, et c'est Suresh Radio. Ah. Le grand frère entre, il regarde. Là-bas, on vendait quoi? Les radios, téléviseurs et les magnétoscopes d'avant, les VCR. Le gars entre, il regarde. Il voit une femme au comptoir, il voit les gens qui sont en train de vendre. Il approche de la femme, il se présente, il dit, excusez-moi, est-ce que je peux parler au patron? Elle dit que non, c'est moi la patronne. Mon mari n'est plus, c'est moi qui suis ici. Il regarde la femme, il dit, excusez-moi, comment est-ce que vous appelez? Elle dit qu'elle s'appelle Ouma. Quand elle a dit qu'elle s'appelait Oma, le grand frère, là d'abord, lui, il allait commencer sa part d'évanouissement seulement là-bas. Parce que, justement, quand on avait demandé au petit frère, comment tu parles, tu dis tout le temps que tu as une femme et des enfants là-bas, ta femme s'appelle comment? Il avait bien dit Oma. Et les enfants, il avait dit Ronu et Sonou. Ronu et Sonou, le nom de ces 2 enfants. Le grand frère regarde, dit que maman, l'affaire que je suis, ce qui m'a amené ici, c'est tellement lourd que je ne peux pas ouvrir ma bouche. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone? N'aie pas peur, donne ton numéro de téléphone. Bon, il n'avait pas encore les mobiles, ils avaient les fixes. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Je vais donner le téléphone à mes parents. Dès que j'arrive à la maison, ils vont t'appeler pour t'expliquer. Parce que vraiment, c'est pas facile. Je ne peux pas te raconter. Et il demande à la femme, excusez-moi, et votre mari, il s'appelait, parce que la femme a dit que c'était elle qui était protégée parce que son mari était décédé, ça fait longtemps de cela. Votre mari s'appelait comment? Elle dit non, mon mari s'appelait Suresh Verma. Le magasin, c'est même à son nom, Suresh Radio. Il s'appelait Suresh Verma. Hey, hey. Le grand frère arrive à la maison, il s'assoit d'abord, il boit le thé, il mange le samosa. Il dit, maman, assieds-toi, ce que j'ai à te dire, c'est lourd. Il dit à sa maman ce qu'ils ont entendu. Quand le papa arrive, alors, on donne le numéro de téléphone au papa, on dit que, pardon, appelle, tu témoignes. Le papa, alors, appelle. Quand il appelle, la femme, là, quand elle était rentrée, elle dit que quand elle était rentrée ce jour, elle avait parlé à ses beaux-parents, parce qu'ils vivent ensemble. Elle avait parlé à ses beaux-parents. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Quand ils vont appeler, on saura ce qui se passe, parce que il ne faut pas paniquer. On va d'abord écouter ce qu'ils ont à dire. Pourquoi est-ce qu'ils te cherchent? Est-ce qu'il y a un problème? Ils ont acheté un appareil, quelque chose s'est passé. Mais à la surprise, quand les parents de Titou, du petit Titou, appellent, l'histoire qu'ils racontent à cette nouvelle famille-là, les laisse seulement sur le derrière. Les gars disent pardon, ils disent que vous savez quoi, nous on arrive dans votre village, donnez-nous la localisation, nous on va arriver. Effectivement, le lendemain, une voiture gare, le petit Titou tout content, oh, mes parents sont arrivés, ma femme est arrivée. Les parents, les parents qui étaient au village se regardent seulement que, hey, sur la descente de la voiture, un vieux monsieur, une vieille dame et une jeune dame. Elle entre, ils viennent au niveau de la terrasse parce qu'ils avaient arrangé au niveau de la terrasse, ils voulaient les accueillir à la terrasse, ils avaient bien arrangé et tout ça. Ils viennent, ils s'asseyent aussi. À la présentation faite, le jeune garçon dit, Ouma, viens t'asseoir près de moi. Il dit, Ouma, viens t'asseoir près de moi. La femme est étonnée, la jeune femme, elle le regarde, elle vient quand même s'asseoir. Il dit, tu ne me connais pas, tu ne me reconnais pas. Elle dit que, mais petit, je te reconnais, comment te reconnais? Je ne te connais pas. On s'est déjà vu quelque part, tu m'as vu quelque part. Il dit que non, il dit que, tu sais, moi, je suis ton mari. Le choc, les gens se regardent entre eux. Il dit que oui, je suis ton mari, tu ne me reconnais pas. Tu te souviens de la dernière sortie qu'on avait fait ensemble? Elle regarde, elle dit que, comment ça, quelle dernière sortie? Il dit, nous étions allés à une foire là, et tu m'avais demandé tes bonbons préférés. Je t'avais acheté ça dans telle couleur. Les larmes de la femme commencent seulement à couler. Parce qu'effectivement, elle était sortie avec son mari, les petits, il aimait bien lui faire les cadeaux, les surprises, des trucs comme ça. Mais elle se demande que l'enfant, c'est né quand pour connaître tout, qu'est-ce qui se passe. C'est alors là qu'on raconte à la famille, toute depuis la naissance de Titou. Il dit qu'il a une femme qui s'appelle Ouma, 2 enfants et tout ça. La famille alors regarde seulement, ils ne disent rien. Ils disent au revoir, ils rentrent. Ils disent que pardon, vous savez, demain là,
On va vous donner une autre adresse. Venez nous trouver chez nous. Le lendemain, quand les gars arrivent, ils trouvent beaucoup d'enfants dans la cour. Le petit Titou, il y avait des enfants qui jouaient, le petit Titou, il part. On lui dit, le grand-père, parce que c'est le grand-père qui avait fait venir beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants, il avait mis les 2 enfants, là, Sonu et Ronu. Il voulait voir si Titou allait reconnaître ses 10 enfants. Dont les 2 enfants, quand il disait qu'il avait les enfants, là, il voulait voir s'il allait reconnaître ses enfants. Le petit Titou se dit, on demande Titou, où sont tes enfants? Tu les reconnais? Il part, il tire les 2, il dit, voici Sonu, voici Ronu. Hey! Ils s'asseyent, alors ils avaient bientôt bien sûr fait venir certaines autorités religieuses qui ont écouté, ils ont dit que non, c'est vrai, et voilà, telle personne, apparemment, c'est maintenant la femme qui raconte, Ouma, elle dit que son mari, elle était à la maison, elle faisait la propreté, quand elle a entendu la voiture de son mari, puis elle a entendu 2 coups de feu. Le temps de sortir, elle arrive, elle voit son mari affalé dans le véhicule, elle ouvre la porte, son mari s'est tombé entre ses mains, il était mort, elle dit qu'elle s'est mise à crier. On demande qu'on a tiré sur ton mari. L'autre, c'est le papa de Titou, le papa du village. Comment ça, on a tiré de quel côté? Elle dit sur la tempe du côté droit. Il y avait même les trucs médicaux et tout ça de l'autopsie. Mamie, on appelle seulement, on dit que pardon, raser l'enfant. Si on rase l'enfant, la famille, le petit Titou était né avec des cicatrices de naissance sur la tête, sur le crâne, du côté droit. Et c'était effectivement, donc quand son père, son ancien père a vu ça, il s'est mis à hurler parce que c'était effectivement là qu'on avait tiré. Donc il reconnaissait les cicatrices. Les gars restent, les autorités religieuses expliquent alors, même le père de Tito est allé voir un moine bouddhiste qui lui dit alors que non, c'est vrai. Il y a un moine hindou. Il dit que non, c'est vrai. Il y a des gens, nous revenons tous, nous sommes tous réincarnés. Certaines personnes, quand ils sont morts à leur temps et ils sont revenus, parfois dans les rêves, tu te vois dans des situations, tu n'arrives pas à reconnaître, tu te demandes que, mais c'est comme si tu te vois dans des pays, des endroits que tu ne reconnais pas et les trucs comme ça. Il dit qu'en fait, ce sont une mémoire enfouie de tes vies passées. Mais il dit alors qu'il y a certaines personnes, ceux qui sont morts violemment, avant leur temps, surtout de façon violente, brusque, ils avaient tellement de choses à accomplir, parfois ils reviennent. Et quand ils reviennent généralement. La majorité reviennent avec toute leur mémoire intacte, d'autres un peu, mais d'autres vraiment, c'est comme s'il était vraiment, c'est une réincarnation complète. Il revient avec sa mémoire intacte. Et ce monsieur disait que c'est le cas du petit Tito parce que sa femme lui a même posé des questions en privé et il a répondu. On demande à la femme, c'est ton mari? Elle dit que c'est mon mari. Mais elle dit qu'elle est choquée parce que son mari est plus jeune que ses enfants. Son mari est là devant elle, mais elle n'arrive pas à comprendre comment c'est passé. Elle est hindoue, mais franchement, même là, elle n'avait jamais vécu ça. Et c'est comme ça alors que le moine dit que oui, ça arrive. Donc, il est revenu avec sa mémoire. Et ce qui m'a un peu fait peur dans le truc là, c'est que le petit, il était là. Le seul moment où il montrait de l'émotion comme un enfant, comme quelqu'un comme un enfant, c'est quand il était avec ses enfants et sa femme. Là, il était timide et tout ça. Mais quand le reste du temps, il est sérieux. Donc, son père du village dit que c'est un enfant sérieux. Généralement, je parle avec lui. Je ne parle même pas avec lui comme je parle avec son grand frère et c'est les autres. J'aime quand je parle avec un homme mature. Et même son ancien père de la ville dit la même chose. Il dit que quand il converse avec lui, son enfant, tout ce comment il a vécu, il se souvient de tout. Il dit que je vous assure, c'est mon fils. Moi, chaque jour, les années passent, je suis choqué. C'est mon fils, c'est mon enfant. Des secrets, tous les trucs qu'on se partageait, il les connaît tous. Il dit c'est mon enfant, les choses qu'il n'était pas supposé connaître, il les connaît, c'est mon enfant. Mais le papa là disait que mais il fait un peu attention, ne pas trop entrer dans la vie de l'enfant. Donc il vient leur rendre visite et tout ça parce qu'il dit que ses nouveaux parents sont un peu dérangés. Ça les dérange quand même, ils ont peur de perdre leur enfant et tout ça. Donc ils ne savent pas comment gérer la situation. Et un moine les conseillait alors qu'on entourait-le seulement d'amour. Entourez-le de beaucoup d'amour, d'affection et laissez-le libre. Si quand il veut visiter à gauche, laissez-le. Quand il veut rentrer à droite au village, laissez-le. Ne le retenez pas, sinon ça peut mal tourner. Un des parents va le perdre. Donc laissez-le bouger comme il veut. Donc la famille, histoire de réincarnation. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire.
Bonjour DMGTV, bonjour à la famille. Je voulais me raconter une histoire que mon papa prenait ça avant pour nous donner des conseils. Mon papa m'a dit que quand il était venu à Abidjan, au début, pour venir travailler, il partait au plateau. C'était avant, hein, c'était avant. On peut dire, il y a 40 ans de cela. Hein. Voilà, parce que mon père est décédé il y a longtemps. Voilà, quand nous étions jeunes filles, vous voyez, quand les petites filles sont pubertes au début, elles ont les petits copains là. Vous voyez leur comportement, quand leurs parents leur parlent là, hey, ils vont beau les frapper, leur donner des conseils. Même si en même temps vous sortez. Même si encore vous sortez. Même quand vous rentrez, mais vos parents vous fouettent, ce n'est pas vos problèmes, hein, parce que vous avez déjà goûté le dehors. Et c'est comme ça, toujours, il nous disait, mes cousines, les grands soeurs qui étaient à la maison, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Et il a dit que quand il partait là au plateau pour manger, à midi, il y avait un monsieur qui venait manger sa nourriture. Il vient, il prend son repas, il prend sa boisson, sa sucrerie. Il ne buvait pas d'alcool. Il avait une belle voiture, il garde sa voiture, il ne venait jamais accompagné de quelqu'un. Il prend sa voiture, s'assoit, il mange, il finit, il paye la note, il prend sa voiture, il s'en va. Il y avait des serveurs hein, dans le maquis. Mais le gars ne s'occupait pas des serveurs, ne s'occupait même pas des femmes. Il n'était jamais venu accompagné de quelqu'un, toujours seul dans son coin. Quand il finit de manger, il s'en va. C'est comme ça, la propriétaire du maquis a dit à une de ses serveuses, mais vous voyez le monsieur là, tous les jours, il vient sur la mer. Allez-y au moins le taquiner, partez le taquiner quand même. Hein? Il vient seul comme ça. Vous êtes des jeunes filles, allez-y. Et c'est comme ça qu'il y a une que je vais appeler Mathilde. Elle est partie s'asseoir à côté du gars. Tous les jours, elle s'assoit à côté. Les gars causent, ils causent. C'est devenu une affaire de relations. Mais dans cette histoire de relations-là, ils n'avaient jamais envoyé chez elle à la maison. Les relations, c'était bon. Venir, aller manger, soit même les soirs, même aller dans les bars pour danser, tout et tout. Et puis après, il a déposé. Et un jour comme ça, il a décidé comme ça de partir monter sa maison à sa jeune dulcinée. Et ils sont partis. Ils sont partis. La femme a dit, elle est partie. Ils sont allés dans une... On ne savait pas dans quel quartier ils sont allés. Dans une maison, une belle maison, une villa. Il n'y avait personne, il y avait le gardien. Le gardien lui a ouvert la porte. Ils sont rentrés, ils ont mangé. Ah, tu vis seul? Il dit, non, ma famille est partie en vacances quelque part. Ils sont partis au village. Donc là, je suis seul avec mon gardien. Et ils ont passé la nuit. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire la nuit. La fille, elle dort. Elle dort, un profond sommeil. Elle dort. Après, elle voit le soleil qui la touche un peu. Ah, c'est quoi ça? C'est réveillé en sursaut, elle est couchée sur une tombe. C'est métier de violence civile. Couchée sur une tombe. Ah! Elle est couchée sur une tombe dans une robe de nuit. Il n'y a rien. Voilà. Crier. Les gens étaient autour d'elle déjà même. Quand elle était couchée sur la tombe, là, les gens pensaient que c'était une revenante, tout bien c'est quoi. Les gens attroupement autour d'elle. Que les gens ont vu qu'elle n'était pas une revenante. Et elle a crié, mais je suis venue avec un homme ici, je suis venue ici avec un homme ici. Et c'est comme ça que elle a dit à cela que moi je vais aller au plateau dans le maquis où je travaille là-bas avec ma tante. Je vais aller au maquis là-bas. Pardonnez, elle tremblait comme ça. Ils sont partis la déposer dans le maquis là-bas. Elle était même en robe de nuit. Hein. Elle était en robe de nuit. Elle a raconté l'histoire à sa tante. La tante, c'était les filles des gens qu'elle a ramassées au village pour venir travailler dans le maquis. Et c'est ce genre de filles-là qu'elle les envoie à la prostitution. Et donc, la fille, là, quand elle finit de raconter son histoire, elle est devenue folle. On l'envoie au village. On l'envoie au village là-bas, à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Danané. Non, soignez la fille là, jusqu'à soigner. Et comme vous savez, au village, les gens qui connaissent beaucoup vraiment la médecine traditionnelle là,
soigné la fille là jusqu'à après. Elle est guérie, qu'elle est guérie là. Elle est restée au village, hein. Parle même pas fait de dire elle va venir en vie. Et c'est comme ça, elle est restée au village là-bas. Elle s'est mariée, tout ça là. Elle attend parler, on lui parle d'Abidjan même. Elle a un mauvais souvenir. Donc c'était là mon histoire. Partagez, likez. Et puis à la prochaine dans les commentaires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui s'est passée au Cameroun et je suis sûr que beaucoup parmi vous ont entendu l'histoire, mais je viens quand même vous la raconter parce que nous ne sommes pas seuls sur cette page. Il y a des gens qui nous écoutent de partout et qui ne sont pas abonnés aux chaînes de télévision camerounaises. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de coq mystique. Alors, l'histoire, c'est quoi? Un beau jour, le Cameroun se réveille. Mon petit frère m'appelle même. Oh mon Dieu, il y a une histoire. Vorada, au marché, Vorada, une femme vendait le coq. Et on voit ses vidéos, elle est en train de faire pipi dans le coq. C'est comme si elle était en train de faire des pratiques mystiques. Parce qu'elle tourne et tout ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il me dit que cette femme vit à Anguissa. Apparemment, le Anguissa est dehors. On veut seulement la tuer parce qu'on a vu la vidéo, mais la femme a fui. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on entend finalement? On a pu attraper la femme dans son village en Vengue. Pendant qu'on l'attrape, on essaie de tendre le piège au monsieur. Son compagnon aussi, lui, il avait aussi fui. Mais sachant ses goûts en matière de colline, la police a rapidement placé une belle jeune fille là qui l'a piégée. Et le gars, pendant la Saint-Valentin, lui savait que le gars, il allait s'enjailler avec la jeune fille. C'est comme ça qu'il a aussi été attrapé quand il est venu se présenter au rendez-vous. Maintenant, alors, quand on pose... et selon l'histoire, c'était quoi? C'était une jeune femme qui vendait le coq. Ça ne marchait apparemment pas trop comme elle voulait. Et apparemment, selon les dires des gens qui étaient interrogés, elle faisait là des pratiques et tout ça, mais elle n'avait apparemment pas tapé à la bonne porte. Elle n'avait pas encore trouvé le bon marabout. Finalement, elle trouve alors quelqu'un dans les réseaux sociaux qui lui dit ce qu'il faut faire. Apparemment, il lui avait déjà envoyé certains trucs, potions et tout ça qu'elle utilisait. Et il ne s'était pas entendu. Apparemment, il voulait vérifier pour voir si elle avait vraiment fait comme lui, comme selon les indications, n'est-ce pas? Elle fait alors la vidéo, donc ça se voit qu'elle fait elle-même, on ne sait pas, je ne sais pas trop qui tenait le téléphone et tout ça, c'est comme si quelqu'un tenait le téléphone devant elle ou bien elle avait posé sur quelque chose, mais tu vois une femme qui, très gentiment, est en train de faire ses besoins, donc les pipis dans une marmite de nourriture et elle montre comment elle est en train de bien tourner. Est-ce qu'elle prononce des paroles incantatoires? Est-ce qu'elle a mis des potions dedans et elle veut montrer au marabout comment elle est en train de suivre ses indications? Je ne sais pas trop. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle envoie la vidéo au marabout. Alors, le marabout lui demande alors une certaine somme d'argent pour pouvoir continuer à... Je ne sais pas si peut-être il avait besoin de la vidéo pour faire des invocations dessus, mais pour terminer le boulot. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait demandé alors une certaine somme d'argent pour terminer le travail, somme d'argent qu'elle n'avait pas. Elle a essayé de négocier avec lui. Donc, on fait le travail. Maintenant, quand je suis en train de bien gagner, n'est-ce pas, je t'envoie l'argent. Le gars dit que non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'argent vienne de toi. Il faut que tu fasses ça. Et le truc marchera. On ne fait pas. C'est que le travail que j'ai commencé pour toi, là, c'est immense. Je ne peux pas te faire ça à crédit. Il faut absolument que l'argent vienne de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, mais la vidéo alors est sortie. Maintenant, quand elle arrive alors à la police lui demande alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme maintenant change de version. Elle dit que non, en fait, ça c'est une ancienne vidéo. Elle était fâchée avec son mari. Et voulant lui montrer qu'elle en avait marre, elle a décidé comme ça de faire pipi dans le corps, de filmer et de filmer comment elle tourne et de lui envoyer la vidéo. Pour son malheur, elle était devant une femme et non un homme. Parce que je me dis que si elle avait été devant un commissaire et tout ça, il aurait balancé les petits dit que regardez-moi une femme sorcière comme ça, pour passer le temps à faire mettre vos menstrues, mettre les trucs et donner aux hommes de boire et de manger et tout ça.
regarde-moi ça. Il aurait peut-être laissé passer l'affaire, mais à son malheur, c'était une femme comme elle qui était devant elle. Le commissaire a dit, mais ma chérie, excuse-moi, nous sommes des femmes, ma fille, les yeux dans les yeux. Nous, on sait comment on gère les garcis. Il bavard le jour, mais la nuit, il va se mettre à genoux. Mais comment ça se fait que ça, c'est moi qui ai augmenté sur la famille. S'il vous plaît, le commissaire n'a pas dit ça. Elle a dit, c'est que la commissaire a dit, non, nous sommes des femmes. On sait comment gérer avec nos maris quand nous sommes énervés. Donc, on ne va pas faire pipi ou bien faire des trucs dans la nourriture que même nos enfants risquent de manger. Qu'est-ce que vous me racontez là, madame? Donc, la dame, non, c'était juste ça, c'est juste ça, c'est juste un problème de famille et tout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand on l'amène dans son quartier, les gens du quartier disent qu'en plus de ça, même le jour où ils avaient vu les vidéos, ils sont allés vers l'endroit où elle prépare la nourriture. Je crois que c'était chez elle ou devant sa maison. Ils ont trouvé aussi des bocaux avec et les urines à l'intérieur et des trucs. C'était toujours pour ton mari et des trucs apparemment matière fécale et autre chose à l'intérieur. Est-ce que c'était tout pour ton mari? Ce sont les gens maintenant qui parlaient de ça. Des mamans se plaignaient du fait que depuis que leur enfant mangeait le coq, ils avaient mal au ventre. Une maman disait même comment elle achetait des antibiotiques, quand même une boîte d'antibiotiques. Son enfant tout le temps avait mal au ventre. Mais les gens mangeaient ce coq-là. Ils n'arrivaient pas à s'en passer. Il y a d'autres personnes qui témoignent que la journée ne peut pas passer tant qu'ils n'ont pas mangé ça. Parfois, ils mangent à midi, ils demandent même qu'on réserve le plat du soir. Donc, tu n'as pas encore terminé ce que tu as là. Tu dis que, pardon, mon plat du soir, tu réserves. Vous voyez un peu. Et dans tout ça, devant les pleurs des mamans, les mamans qui disaient comment elles ont nourri leurs enfants pendant longtemps, les papas, elles ont nourri leur mari avec ce truc-là parce que les gens étaient carrément addicted à sa nourriture. Cette femme elle n'avait pas peur ou bien pleurait les machins. Non, 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 elle était calme, presque souriante et tout. Tu te rends compte que non seulement dans le plan mystique, tu ne sais pas ce qu'elle a fait à cette population, même physique. Si elle a l'hépatite, si elle a l'hépatite C et toutes les maladies, qu'est-ce qu'elle n'a pas passé à toute une... Ça, c'est une meurtre, une criminelle. Selon moi, ça, c'est une criminelle, que ce soit dans le plan mystique ou physique. Qu'est-ce que cette femme-là a pu puiser sur la vie de tous ces gens innocents-là? Dans la famille, s'il vous plaît, je ne sais pas comment, je vais vous donner un seul conseil à la maison. Mon papa, mais il nous interdisait. Jusqu'à présent, je vous assure, où je vis, Starbucks est devant moi, voilà McDonald's, voilà, les restaurants sont alignés, de beaux trucs, superbes. Mais je vous assure que même manger à KFC, c'est très difficile pour moi. Notre papa nous interdisait. Parfois, quand tu voyais même une cousine ou quelqu'un acheter le poisson braisé dehors, c'est par la fenêtre, par les nacos qu'elle faisait entrer ça en cachette la nuit. Et elle mangeait, elle lavait là, sa bouche et tout ça. Il ne fallait même pas qu'on... Papa, lui, l'interdisait. Il disait, tu sais qu'on a mis quoi dans le piment du poisson là? Même les beignets, c'était opération le samedi. Maman faisait les beignets. Et on a eu la chance d'avoir... Nous avons une maman qui prépare tellement bien. Le genre de maman que quand il y a réunion dans sa maison, même les gens qui ne partent pas à réunion, qui n'assistent pas aux réunions chez les autres là, tu sais qu'ils vont remplir votre maison le jour là. Et tu as intérêt à garder ton plat de côté avant de terminer le boulot, ranger la table et puis laver les assiettes et tout ça. Parce que la réunion, dès que la réunion finit, ils ont mangé, les gars viennent avec leur gamelle, la famille. Les gens venaient avec leur gamelle chez nous. Les gens raclaient même la marmite des risottos. Je dis, on ne vous laisse avec rien. Il fallait que tu aies ton plat, que tu as couvert, tu as caché quelque part. Sinon, tu n'allais rien manger après une journée, presque 2 jours après la réunion, et puis une journée de propreté et comment dire, et de travail. Donc, s'il vous plaît, la famille, apprenez même à vos garçons et filles à faire à la cuisine, à faire les beignets, à faire les trucs braisés, à faire les piments pour la viande braisée, macérer, comment on macère la nuit la viande avant de faire, de mettre ça au four le lendemain. Apprenez à vos enfants à préparer maintenant pour qu'ils évitent la sorcellerie qui se passe là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens extraordinaires qui préparent dehors. Il y a des gens extraordinaires, propres et tout ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de vampires comme cette dame-là qui sont à l'extérieur. Tu vas entendre parler du héros avec la chair humaine. Tu vas entendre parler du coq avec ceci. Tu vas entendre parler des beignets avec les matières fécales. Je vous assure, apprenons à nos enfants à faire à manger. Essayons d'éviter au maximum aller manger n'importe où, n'importe comment. On prie, on ouvre les yeux, on regarde, on s'assure que tout est propre autour de nous.
Passez une bonne journée, la famille. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà. Donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires au numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17 et nous allons jouer ici. Ciao.